Le marché est encore un peu suspecte, la mondialisation est encore très suspecte, et en fait on se retrouve dans des vieux débats gauche-droite, droite-gauche, en fonction des thèmes, qui sont très perturbants pour dans l'entreprise. Donc toute l'idée c'est de tenter de convaincre les élus, les partis politiques, ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui seront au pouvoir, de dire venez au pouvoir, bravo, très bien, mais ne cassez pas l'entreprise, ne cassez pas le moral des équipes, ne cassez pas le moral ni des salariés, ni des cadres, ni des parce que c'est les forces vives du pays. Et je dis souvent, c'est qu'en fait un pays fort, on ne peut avoir un pays fort que si son économie est forte. Et ça, on voit l'Allemagne actuellement qui est forte économiquement, qui a de plus en plus une crédibilité politique en Europe et dans le monde, qui a une crédibilité sociale forte, même si on peut dire ouais, mais ils ont des petits boulots, etc. Oui, certes, mais bon, même si il y a beaucoup de gens qui vivent bien quand même en Allemagne et qui ont une capacité d'accueil des migrants très élevée, comme vous avez pu le constater par rapport à nous, avec nos 10% de chômeurs. Le boulot du MEDEF, c'est vraiment de faire beaucoup de pédagogie à tout le monde pour dire mais arrêtez d'avoir de la dichotomie, le gauche, le social est à gauche, l'économie est à droite, le profit est à droite, les pertes sont à gauche, la sphère publique est à gauche, le privé est à droite. Tout ça, ça nous paraît suranné. Vraiment, c'est-à-dire qu'il faut sortir de cette dichotomie destructrice pour le pays, et on voit bien. Il y a des tas de sociétés, de tas de pays qui ont des gouvernements de gauche ou de droite, et avec des alternances, et à chaque fois, l'entreprise est là. L'entreprise, c'est l'endroit où on crée de la richesse, de l'emploi, où on donne de l'emploi aux gens. Alors pour ça, si vous voulez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On dit la France est un pays formidable, on a tous les atouts pour réussir. Je l'ai développé aux universités d'été pour ceux qui étaient là, donc je ne vais pas vous refaire le discours, mais peut-être en 5 minutes, peut-être rapidement. Parce que, si vous voulez, j'étais aux Instituts Carnot cet après-midi, et vous avez absolument tout. La France, c'est assez exceptionnel. Si vous regardez, vous cochez tous les atouts. C'est inimaginable ce qu'on a comme atout. Ça commence par le climat. Ceux qui ont voyagé un peu, quand vous allez à Shanghai en hiver, c'est une horreur. À Pékin, c'est pareil. À Washington DC, c'est une horreur en hiver, et c'est une horreur à l'été parce qu'il va être très très chaud et humide. Bon, l'histoire, la géo, la culture, la gastronomie, la philosophie, enfin, absolument considérablement. Et vous avez un bulletin de notes qui est l'un des plus nuls du monde occidental. Donc il y a un problème, des atouts formidables et un gâchis épouvantable. Surdoué au fond de la classe qui regarde par la fenêtre. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ce qui est génial, c'est qu'on a une chance inouïe parce qu'il y a plein de mutations en cours, en marche, qui n'étaient pas forcément vraies il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans. Et les mutations, c'est qu'en fait, on a la révolution numérique que vous incarnez tous, qui est en marche, et qui va bousculer des business models, des valeurs, des façons de travailler. Et ça, c'est génial pour nous, Français, si on n'a pas peur. Il y a tout ce qui est climat, énergie, transition énergétique, formidable. On a tous les atouts pour faire que la planète aille mieux, qu'on pollue moins, qu'on participe à la régulation de la température mondiale, parce que derrière, il y a de la recherche, de l'innovation des entreprises. Tout ça, les solutions peuvent venir à 75% des entreprises, solutions technologiques, techniques. Vous avez les démographies, on vit de plus en plus vieux, formidable, super économie. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, des nouveaux marchés, des générations Y et Z différentes de nous, formidables, opportunités. On a une jeunesse. Bon, tout ça, ce sont des atouts géniaux. Et la mondialisation de l'économie qui est un atout. Parce que certains le voient comme une menace terrible. Les Chinois arrivent, les Taïwanais, les Russes, les machins, etc. Nous, on dit c'est extraordinaire. Il y avait 7 pays en concurrence il y a dans les 30 glorieuses, on en a 150. Et ce sont autant de marchés à prendre. Donc j'arrive sur 2 grands défis pour le pays. C'est le monde était équipé par les Français. 7,5 milliards qui ont besoin de tout, qui attendent les Français. Quand on discute avec les Chinois, ils attendent les Français. Ils disent qu'est-ce que vous foutez les Français? On ne voit pas. On voit les Allemands, on voit les Japonais qu'on déteste, on voit les Américains qu'on n'aime pas. Et les Français qu'on adore, on va se marier chez vous et vous venez pas. Bon, en réalité, les Chinois nous adorent. C'est la gastronomie, c'est pareil. Le vin, ils adorent. C'est super d'ailleurs parce que quand on va là-bas, ils nous aiment bien. Et ils nous disent, mais vous êtes où? On arrive. Attendez, il a fait 20 ans que vous auriez dû arriver.
Ensuite, les Africains, génial. Vous êtes tous les Français. Les Africains, on vous adore. Les francophones et les anglophones adorent les Français. Les anglophones, il y a le patron du Nigeria, il y a une semaine ici. Le président du Nigeria, il a été élu en mai. Il a fait 2 visites, une aux États-Unis, la deuxième, non pas en Angleterre, mais en France. J'ai dit, mais on ne vous voit pas. Bon. Vous voyez qu'il y a un appel du monde à ce qu'on leur exporte, on leur vende des services, des produits, des infrastructures, des banques, des assurances, des composants, il y en a de tout. Des parfums, etc. Bon. Donc ça c'est le premier défi. Deuxième défi, le futur est inventé. J'étais encore une fois avec les chercheurs de l'Institut Carnot. Et oui, beaucoup de gens me disaient, mais plus on avance, par exemple, la recherche sur le cancer, on fait état de progrès. Et à chaque fois, on ouvre des possibles. C'est-à-dire, on ne ferme pas, on ouvre. Chaque fois que vous faites de la recherche, vous ouvrez des nouveaux univers. Donc il y a des gens qui pensent, oh non, on a tout inventé, c'est fini, techno, c'est mort, etc. Non, attendez, c'est l'inverse. C'est-à-dire, plus vous avancez dans des univers qui sont de plus en plus grands à investiguer. Donc il y a tout à inventer. Et il y a de plus en plus de choses à inventer, à découvrir. Et là, les Français, on est super forts. Sciences de la vie, on a une réputation mondiale. Dans la médecine, réputation mondiale. Énergie, réputation mondiale. Infrastructure de tout, réputation mondiale. Bon, on a tout, encore une fois. Donc là, vous avez une France qui est complètement au bord du nervous breakdown, des chiffres dégueulasses, un gâchis innommable par nos hommes politiques, encore une fois, qui pas depuis 2 ans, mais qui fait qu'il faut se réveiller, quoi. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où je vais finir avec ma méthode des 5 V, mais que je voudrais vous redire, parce que je pense qu'il faut, c'est la gestion du changement qu'il faut expliquer à nos élus, aux partis politiques et surtout aux Français et à nos jeunes. Dans les boîtes, on est en gestion de changement permanent. Permanent. Parce que c'est pas parce qu'on a fait une bonne année, et Zodiac, ils ont fait des années formidables, puis bah, ce coup, boum, ça peut livrer des sièges d'avion. Donc ils ont perdu 40% de leur truc. Bon, Volkswagen, tout allait bien, des milliards d'euros de partout, boum, d'un seul coup, logiciel truqué. Bon, voilà. Donc tout peut arriver. Donc nous, on est en paranoïa de survie permanente, hein, de survie ou de développement, avec une humilité énorme. C'est-à-dire que voilà, on filme une année, on est content, mais il faut que l'année suivante soit bien, l'année après soit très bien, l'année dans 4 ans aussi, dans 5 ans, dans 6 ans. Si vous ne préparez pas, vous êtes mort. Donc on se donne une vision, un plan stratégique. Ce qu'on n'a plus depuis 30 Glorieuses en France. On n'a plus de plan stratégique. Donc on dit premier V, la vision, redéfinir un projet, enthousiasmant du pays. C'est vachement important. Le faire participer. Donc on va écrire un livre bleu d'ici à Noël, qu'on écrit depuis 2 ans d'ailleurs. Bon, mais sur la France peut gagner, une France enthousiasmante, conquérante, génial. C'est quoi? La croissance au-delà de 2%, le plein emploi sous 6%. C'est possible parce que tous les défis qu'on a relevés. Donc on va les lister. Mais ce sera d'autant possible que certaines réformes structurelles seront faites. Mais on fera ces réformes, elles seront acceptées, d'autant mieux que l'ensemble des Français diront mais c'est génial ce projet. 65 millions de Français diront mais oui, il faut ça où il faut aller. Le monde est équipé, le futur est inventé, que nos jeunes de banlieue ne se retrouvent pas, je dirais, pestiférés dans des machins. Non, on leur dit mais vous êtes des gens formidables. D'abord, 1, bien sûr des Français, 2, des super créatifs, 3, vous avez encore plus envie de créer votre boîte, et c'est génial que la population française, et 4, vous avez de la diversité, créativité énorme, et en plus vous êtes des ambassadeurs de la mondialisation de la France. Parce qu'on aura besoin de gens de toute origine pour aller vendre en Afrique du Sud, au Maghreb, en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud latine. Donc je dirais c'est une force. Donc il faut transformer toutes nos menaces, toutes nos paranoïas, notre schizophrénie qui est alimentée par la peur, le manque d'espoir, et qui fait qu'on se referme tous, et que des partis politiques arrivent en disant oh, on ferme tout, machin, on met les frontières, on ferme. Bon. Non, nous on dit l'inverse. On dit c'est génial. Le monde, c'est génial. Et en plus, 65 millions de Français, avec cette diversité qu'on a, c'est encore plus fort. On a tout pour réussir. Mais il faut les mettre en musique. Il faut partager le projet, il faut l'expliquer le projet. C'est là la question tout à l'heure que je vais vous soumettre, mais j'attendrai peut-être une réponse, c'est que ce livre bleu, on peut faire un beau livre, un beau rapport, faire une conférence de presse avec 50 personnes dedans. Messieurs, voilà le livre bleu, formidable, enthousiasmant, les défis, les filières du futur, les trucs, les réformes structurelles. Voilà, merci beaucoup, des questions, et on attend une folie médiatique le lendemain matin, et en général, zéro. Il n'y a pas de petite phrase de Martine Aubry, il n'y a pas de petite phrase de Emmanuel Macron, donc ça n'intéresse personne ce truc-là. Donc là, j'aimerais peut-être avoir vos réflexions en retour sur
sur voilà, un projet comme ça, comment on peut le filer aux réseaux sociaux, comment ça peut peser, etc., pour que les gens se l'approprient. Parce qu'en fait, ce livre, c'est le début. C'est surtout pas la fin. C'est le début d'une aventure. Il faudrait que les jeunes se l'approprient en disant mais nous, on veut contribuer, on veut l'alimenter, votre truc, et que ça soit pas MEDEF. Un projet pour le pays, mais c'est pas MEDEF, surtout pas, on se plante, on s'en fout. Donc, deuxième V, la vérité, discours de vérité, c'est de dire la vérité aux gens. Bon. Moi, je m'aperçois que dans le monde politique, il y a beaucoup de mensonges, d'idéologies, de postures, etc. Il faut arrêter. Et la vérité dans nos boîtes, c'est les chiffres. Les chiffres, c'est intraitable, un chiffre. Vous avez une marge brute qui se casse la figure, elle se casse la figure. Vous avez une structure qui augmente, elle augmente vos structures. Vous avez moins de résultats, il y a des moins de résultats. Vous avez des parts de marché qui baissent en Chine. Pourquoi il y a des parts de marché qui baissent en Chine? C'est les chiffres. Alors, il y a beaucoup d'intuition dans le business, pour les marchés du futur, les business, etc. Il faut de l'intuition. Et quand vous discutez avec vos salariés, avec vos cadres, avec vos actionnaires et avec vos clients, c'est sur les chiffres. Un client, il vous juge sur vos niveaux de qualité, votre niveau de service, votre délai de livraison. Moi, j'ai été noté, je suis toujours noté par Nokia, par Ericsson et tous les copains. Ils ont 15 facteurs et il y en a très peu qualitatifs. Très peu. Il y en a 2 qualitatifs et puis vous en avez 15 qui sont du quantitatif. Livraison à l'heure, vous êtes à 98%. Qualité, vous êtes à 97%. Là, vous avez merdé sur réponse à l'innovation, vous êtes à 50%. Et on sait, puis après on a une note finale. Puis là, ils vous mettent dans les preferred suppliers, ils vous mettent dans les best suppliers, ils vont être non, vous êtes dans les rouges là, encore un truc comme ça, dans 6 mois vous êtes viré. Ça c'est clair. Et le pays, on devrait le gérer avec les chiffres de la vérité. Alors, la vérité, c'est ce que vous connaissez. Alors ça fait un peu mal pour ceux qui sont encore dans la politique. Je vous donne un exemple, c'est vrai qu'on dit qu'on ne travaille pas assez en France. Bon, on le dit, mais si vous voulez, les chiffres, c'est quoi? C'est 170 heures de moins que les Allemands en temps complet. C'est 230 heures de moins que les Anglais en temps complet. Donc ça, je dirais, on peut tourner autour, on peut dire, mais il y a des tas d'astuces. Bon, mais quelque part, vous avez des rapports qui sont là et qui sont des statistiques qui font que on peut contester. Une fois un rapport, on peut contester, mais quand c'est le 10e ou le 20e ou le 30e qui dit la même chose, vous dites, bon, il y a peut-être quand même un discours de vérité. Les marges du rapport gallois, c'était, si vous voulez, ça a été un moment de vérité extraordinaire. 29% sur les marges françaises, 41% sur les marges allemandes. Et depuis le pacte de responsabilité, il n'y a plus personne qui nous dit que les marges des entreprises françaises sont revenues ou sont élevées. Non, elles sont encore faibles, parce qu'on les suit, puis on regarde ce que ça fait. Vérité. Donc on a le point d'arrivée, on a le point de départ, la vérité. Le mieux possible avec les chiffres, les statistiques, le benchmarking. Troisième chose, les valeurs, très important. On bosse sur MEDEF sur une économie humaine, sur un nouveau capitalisme. Et en fait, l'idée, c'est de réhabiliter des valeurs importantes pour relever les 2 grands défis dont la France a besoin, pour redonner de l'espoir aux gens, tout simplement, de la fierté d'être français et du boulot. C'est un peu ça. Pour faire ça, vous avez bien compris, mondialisation de l'économie, futur à inventer. On a besoin essentiellement de communautés humaines, bien sûr de chercheurs, de l'administration, de fonctions régaliennes pour que ça fonctionne. Mais les vecteurs, les arbres, c'est l'entreprise, l'entrepreneur, son équipe, ses cadres, ses équipes. Donc ces valeurs d'entreprise, comment ça fonctionne l'entreprise? C'est donc réinviter l'entreprise, c'est en cours. 50% des jeunes veulent être entrepreneurs, ça c'est important. Donc une crédibilité énorme de l'entreprise en ce moment en France, bravo, super, pourvu que ça dure, que ça ne baisse pas. L'entrepreneur, réhabiliter l'entrepreneur, le gars qui s'est jeté à l'eau, certains d'entre vous l'ont fait, bravo, formidable, vous êtes des héros de la nation, je le dis, et vraiment j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui sont jetés à l'eau. Vous avez créé peut-être 1 ou 2 emplois, vous allez les faire, formidable. L'audace, le courage, la témérité, l'exemplarité que je rajoute très souvent, la générosité qu'il faut rajouter aussi, parce que quand vous managez des gens, si vous n'aimez pas l'homme, vous ne pouvez pas être un bon manager. Pour manager, il faut aimer, quand même. Enfin, je ne dis pas tomber dans le bisounours. Après, faut être... Bon, après, vous avez le travail. Réhabiliter le travail en France. Le métier, le mode de travail, c'est du pouvoir d'achat d'abord. Ensuite, c'est le regard des autres sur soi. Et puis ensuite, c'est l'estime de soi, la fierté. Donc oui, il y a des valeurs qu'il faut réhabiliter. Ensuite, il faut réhabiliter le capital et l'actionnariat, parce que c'est nécessaire pour que les boîtes fonctionnent. Bon, 3e V, les valeurs. 4e V, la volonté, je vais aller plus vite. Volonté de décider, d'agir, d'exécuter et de contrôler l'exécution. Ce qu'on fait dans nos boîtes. Pour ceux qui ont été un peu dans l'industrie, vous avez dû vous connaître le professeur Deming, professeur américain qui est parti au Japon, qui a fait la roue des PDCA. Sur Internet, vous trouvez tout ça, c'est la base de la qualité totale des années 70-80. PDCA, Plan, Do, Check, Act. Plan, je planifie, je décide. Do, je fais, je décide,
et je décide de faire. Check, je regarde l'exécution. Acte, je corrige l'exécution s'il y a un process qui se dérive. Donc l'industrie, on est toujours dans des process qu'il faut améliorer, optimiser, contrôler. Donc pour un pays, c'est pareil. Quand on fait une loi, c'est le début. Il faut regarder comment la loi s'exécute, est comprise, s'exécute, et il faut la modifier si elle ne va pas dans le bon sens. Et puis la victoire finale, le 5B, et j'arrêterai là. La victoire finale, c'est quoi? C'est de dire aux Français, ce projet-là, cette méthodologie d'acceptation du changement, vision, vérité, valeur, volonté, la victoire finale, c'est celle du partage. C'est-à-dire en fait de retrouver des Français qui arrêtent de se castagner les uns contre les autres. Les riches contre les pauvres, les salariés contre les patrons, les syndicalistes contre le patronat, la gauche contre la droite, les provinciaux contre les parisiens. C'est Astérix et Obélix, sans la potion magique, comme je le dis souvent. Donc, il faut que les Français retrouvent cette fierté. La victoire finale, c'est de la croissance retrouvée, de plein emploi retrouvé, et par le plein emploi, des gens qui sont plus heureux, qui sont fiers d'être Français, qui sont fiers d'avoir, je dirais, participé à un redressement sur des choses enthousiasmantes, où on sort par le haut, par la mondialisation, par le fait que les Français sont bien vus dans le monde entier, tous les atouts qu'on a sous le pied, prendre conscience de tous ces atouts qu'on a sous le pied, intégration de tous les gens qui sont de la diversité et qui sont heureux et fiers d'être Français, qui ont participé à ce redressement. Et ça, on peut le faire, on peut l'écrire, on peut le vendre. Il faut que tout le monde se l'approprie. Victoire finale, plein emploi, partage ensuite, bien sûr, de richesse, de bien-être, fierté, estime de soi, estime d'être Français, rayonnement du pays. Et là, vous êtes dans une boucle vertueuse. Voilà ce que je vais vous dire. C'est ce qu'on essaie de faire au MEDEF. On n'a pas forcément tous les étages. On est aujourd'hui beaucoup, comme vous le savez, sur du défensif, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous veulent un peu de mal, ou qui veulent du mal à l'entreprise ou à l'économie, qui ne comprennent pas. Donc le pays bouge, je pense que le pays bouge. Aujourd'hui, un peu dans la douleur. Les partis politiques bougent en interne, sur des postures, sur des idéologies qui bougent. Et ça, c'est très encourageant pour nous. Par contre, je pense qu'il faut vraiment qu'on définisse cette vision très enthousiasmante qu'on va finir de définir d'ici à novembre. Et toutes les réformes structurelles qu'il faut faire profondes, qu'il faut faire comprendre aux Français, tout en disant vous n'allez pas perdre des droits fondamentaux. Enfin, des gens comme le Canada, comme l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède ont fait beaucoup de réformes structurelles de leur pays. Il n'y a pas eu des révolutions, il n'y a pas eu des millions de manifestants dans la rue. Ça s'est fait avec eux. Et quand on parle de réforme de la fonction publique, il faut le faire avec les fonctionnaires, qui sont des gens très bien, individuellement. Ils sont juste les victimes d'un système effrayant, qui broie, qui est complexe, où il n'y a plus de management, plus de motivation. Et c'est ça. Donc nous, on peut apporter cette connaissance du management, de la motivation des gens, parce qu'on le fait toute la journée, y compris dans une sphère publique qui a besoin de se réformer fondamentalement, mais sans dire il y a 10% de trop de fonctionnaires. Alors on commence comme ça, bon, vous êtes dépestiféré, machin, c'est mort. Je dirais, là on commence mal. Bon, vous êtes des gens très bien, on commence comme ça, des équipes formidables. Je suis marié avec des fonctionnaires et j'ai mon petit frère qui est fonctionnaire. Il faut dire que les discussions en famille, elles sont sympas. Bon, et justement, je vois toute la richesse qu'ils ont dans l'individu, mais c'est normal. Donc, si vous commencez à leur dire, vous êtes des cons, machin, là, c'est pas du management, c'est mort. Donc, il y a tous ces principes de management et de motivation pour accompagner ce changement fondamental dont la France a besoin et qu'il faut accélérer. Donc, voilà, j'ai fini de parler. Le projet ramassé, si vous voulez. Je ne vais pas vous parler de la Gère Carco, tous les trucs. Ça, vous connaissez, vous lisez la presse, il n'y a pas de truc. En fait, voilà. Des questions? Bonjour, madame. Bonjour, excusez-moi. Oui, juste en 3 secondes, vous êtes. Je suis Myriam Briganti. Oui. J'ai le plaisir de travailler avec vous sur le MEDEF Lab. Sur MEDEF Lab, super. J'ai le plaisir d'accompagner aussi des startups. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Et j'accompagne Marie Schnegans, qui est la jeune fille qui a participé à BFM TV lors de l'université d'été du MEDEF, qui a parlé notamment du statut d'étudiant entrepreneur. D'accord. Donc, je suis spécialisée dans la transformation digitale, l'innovation collaborative. Super. Et l'accompagnement de startups innovantes. Bon, c'est très bien, d'accord. Ok, non, parce que vous êtes tous
dans la révolution numérique quelque part, qui est présent, qui est là, qui est en accélération, qui ouvre des champs formidables de possibilités et qui bouscule tout, qui bouscule nos façons de travailler, qui bouscule les relations clients-fournisseurs, qui bouscule les relations salariés-patrons et qui offre des possibilités géniaux de développement. Donc nous, c'est extrêmement important. Parce que ça permet aussi d'expliquer à tous ceux qui ne veulent pas trop bouger, de dire si vous ne bougez pas, les gars, on va se faire collectivement broyer. Parce que si on ne bouge pas et qu'on ne voit pas ce qui arrive, bon, donc il faut qu'on bouge un peu. Alors, et vous incarnez ce mouvement et cette anticipation de mouvement. Moi j'ai une question, parce qu'on est sur Periscope, il y a des gens qui posent des questions. Oui, vous pensez quoi de la fameuse ubérisation? Je pense que si vous voulez, c'est quelque chose qui est inévitable, qu'on ne pourra pas contrer. Par contre, qu'il faut anticiper et gérer intelligemment avec des changements de règles. Je dirais, refuser l'ubérisation brutalement en bloc, c'est idiot. Et il y aura des contournements, il y aura du black, il y aura du travail au noir, il y aura des tas de mouvements. Donc moi je pense que comme c'est une vague qui nous arrive et qui est peut-être une précurseur d'ubérisation d'autres segments et d'autres filières, et qu'à terme, on va tous y passer, autant prendre l'ubérisation comme un modèle, comme quelque chose qui nous arrive dessus, cas d'école, et puis le gérer le plus intelligemment possible. Alors, qu'on refuse Uberpop, parce que là on n'est pas prêt, parce que c'est sauvage, temporairement sans doute, qu'on se dise Uberpop ça va arriver aussi dans 2-3 ans, et voilà les règles. Alors pas un code du travail, pas 3500 pages pour gérer l'ubérisation, ça doit être hyper simple, c'est quelque chose qu'il faut adapter, et je pense qu'en effet il faut adapter nos 80 codes à terme, puisqu'on en a 80 en France, l'urbanisme, le code des impôts, le code du travail, l'environnement, etc., pour se dire, mais dans ce monde du numérique qui nous arrive dessus, à 30 ans, comment tout ça va bouger. Et ça bouge très vite. Donc moi je pense que c'est une formidable opportunité d'ubérisation pour modifier un certain nombre de choses, si vous voulez, et donner plus du boulot aux gens. Parce que l'idée de l'ubérisation, c'est de donner du travail aux gens. Vous savez, c'est mon obsession, le boulot. Je le répète à chaque fois, mon obsession, c'est de réduire le chômage en France. C'est impossible de rester à 11% ou à 10%. Et 25% chez les jeunes, c'est scandaleux. Donc, l'ubérisation, en effet, il ne faut pas que ça crée du chômage. Donc attention, bon. Mais par contre, c'est l'opportunité de donner de l'emploi à des gens qui est peut-être un emploi le soir, un emploi le dimanche, un emploi... c'est souple, c'est l'ubérisation de l'économie, c'est souple. Et c'est sur du volontaire. On n'oblige pas les gens à s'ubériser, mais c'est une formidable poche d'opportunité, l'ubérisation. Par contre, il faut que la réglementation se permette de ne pas faire... Ça ne peut pas être la jungle, voilà. Donc on régule la jungle. D'accord. Justement, donc, ça veut dire que les chefs d'entreprise vont avoir de plus en plus de collaborateurs qui vont avoir un business à côté. Comment vous voyez les choses? Moi, ça ne me choque pas du tout. Moi, je pense, si vous voulez, que la liberté, qui est la première chose fondamentale de notre République, liberté, égalité, fraternité, c'est la liberté de bosser, c'est la liberté de travailler. C'est la liberté de travailler un peu quand je veux, comme je veux. Si je veux bosser le dimanche, eh ben, je peux bosser le dimanche. Voilà. Si je veux bosser après 21h le soir, j'ai le droit de bosser après 21h le soir. Je pense que c'est vraiment important. Et comme on a un monde de grande mutation et qui va s'accélérer, vous êtes en fait plus... les 30 glorieux, c'était super. Hein, je suis dans le nucléaire, j'ai 40 ans devant moi. Hein. Bon, je suis ingénieur et je vais finir ingénieur. Pas de problème. Là, si vous voulez, cette adaptabilité, le fait d'avoir 7 ou 8 ou 9 métiers, 7 ou 8 ou 9 employeurs dans une vie, me paraît sain. Et justement, il faut qu'il y ait cette agilité, cette souplesse donnée à nos concitoyens français et à nos jeunes de pouvoir faire plusieurs métiers, y compris dans la journée. Ça ne me choque pas du tout. Il faut le réguler, encore une fois, pour éviter les excès et encore une fois la jungle. Mais surtout ne pas se dire c'est interdit, je bloque. Vous voyez, le travail le dimanche et après 21h me choque. Ça me choque. De dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas. J'ai toujours pas compris pourquoi ils ne voulaient pas. J'essaie de comprendre. Alors, il dit non, ce machin, c'est un droit social. C'est un droit social. Et vous allez me dire ça encore pendant 50 ans, c'est un droit social. Et les gens qui veulent travailler le dimanche pour gagner 2 fois plus, ils n'ont pas le droit alors, à cause de vous.
Et ceux qui veulent travailler après 21h, qui peuvent aussi gagner 50% de plus en faisant 21h, 23h. Vous les interdisez, ces salariés qui veulent bosser. Bon, donc là, moi je suis très gêné avec ce sujet. Je trouve que là, il y a l'idéologie du conservatisme qui nous empêche d'évoluer. Encore une fois, on n'oblige pas les gens. Mais quand vous avez des clients qui veulent consommer le dimanche, quand vous avez des entreprises qui sont prêtes à ouvrir le dimanche, et quand vous avez des salariés qui sont prêts à travailler le dimanche, voilà, c'est la liberté. Premier droit fondamental du pays, c'est la République 1789 ou 92. Je ne sais plus, 92 peut-être. C'est arrivé 3 ans après. Vous avez un superbe article sur la libéralisation du capital, si je peux me permettre de le rapprocher. Je ne l'ai pas vu. Qui justement montre à quel point les métiers sont en train d'évoluer et à quel point chacun de nous peut devenir potentiellement travailler pour d'autres sociétés. Donc là, on est vraiment sur des évolutions fortes, quels que soient les secteurs d'activité. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est aujourd'hui comment les entreprises peuvent retrouver cette agilité. Je fais référence notamment aux grands groupes que vous connaissez bien, qui aujourd'hui ont beaucoup d'incubateurs, créent des liens avec les startups. Et pour autant, cette agilité, il faut la retrouver aussi dans les grands groupes, c'est-à-dire donner un peu d'agilité dans les deux organisations, c'est-à-dire revoir aussi les processus de décision aussi. C'est aussi aller vers des entreprises un peu plus flat, si on peut se permettre le terme, un peu plus agile. Un peu plus agile, un peu plus oui, bien sûr. Et si vous voulez, alors moi j'ai beaucoup travaillé sur la partie qualité totale dans les années 90, avec Motorola notamment, Six Sigma. Dans les années 2000, j'étais avec Boeing sur le Lean Management, qui permettait en fait de redonner des initiatives à chacun de nos salariés, de base, et de les épanouir, de les motiver, de leur demander où sont les idées de progrès dans votre poste de travail ou dans le process, de travailler avec eux sur les process, l'optimisation. Et puis là, vous avez la troisième révolution, nous on appelle ça le LEAP chez nous à Radial, qui est un Lean suivant, une version 2, je dirais. LEAP en anglais, ça veut dire saut. Donc on travaille sur réduire encore, être en pool par rapport aux demandes des clients, et donc d'avoir une grande agilité par rapport à ce besoin des clients. Donc ça nous oblige à être encore plus innovants sur la partie RH organisationnelle. Et on s'inspire aussi des travaux d'Isaac Getz sur l'entreprise libérée. Parce que là, si vous voulez, ou de Favi, que vous connaissez peut-être dans la France, où vous mettez non pas le patron comme le patron final de l'entreprise, mais le client au centre de l'organigramme. C'est pour le client que vous bossez. Après, vous donnez beaucoup de liberté et d'autonomie à vos salariés. C'est-à-dire, en fait, le salarié, vous évitez de lui dire comment faire son geste, etc. Parce que c'est pas très drôle pour lui, même pas du tout, et ça n'a pas de sens. C'est lui donner du sens. C'est pourquoi je travaille, c'est le why, donc le comment je fais. Donc plus on sera sur le why, le pourquoi je viens travailler le matin de 8h jusqu'à 17h ou 18h le soir, j'ai du sens de mon travail dans un sens collectif, et donc dans une vision de quelque chose à créer ensemble, à construire. Là, vous remettez tous ces petits éléments que sont nos salariés, qui sont en ordre dispersé souvent, et vous les mettez vers le nord tous. Et ça fait un gros aimant. Quand vous mettez les petits aimants dispersés, ça ne fait pas d'aimant lorsqu'ils n'ont pas de cap, mais lorsque vous les remettez vers le nord, ça fait un énorme aimant. C'est ça en fait. Donc le sens, et donc nous, moi je suis très intéressé par ces travaux-là, et c'est pour ça qu'il y a un groupe au niveau du MEDEF, piloté par Yves de Talouette, ancien patron d'HP, France et Europe, Pierre Fonduct et quelques autres, Marc Engelder, qui travaillent sur ce nouveau capitalisme. En fait, c'est un capitalisme de sens qui permet de dire il n'y a pas les horribles capitalistes riches qui se voient des dividendes à côté, puis les pauvres salariés qui vont crever. Parce que ça me gêne vraiment fondamentalement. Ça ne marche pas durablement dans une boîte. Vous ne pouvez pas faire durer. Je dirais, si vous n'avez pas un équilibre entre des clients heureux, des hommes et des femmes épanouis, et des actionnaires heureux, ou qui reçoivent de temps en temps des dividendes de profit. Donc c'est les trois qui doivent être contents. Si vous déséquilibrez d'un côté, ça ne marche plus, fondamentalement. Donc cette harmonie, il faut qu'elle soit partagée, d'où le sens de ma vision. Donc moi j'y crois beaucoup et on travaille là-dessus de façon à ce que dans quelques semaines ou quelques mois, on puisse là aussi, au même niveau du MEDEF, sortir sur peut-être des idées, des propositions qu'on partagera avec nos TPE, nos PME, nos ETI, nos grands groupes, partager et d'enrichir les réflexions sur Isaac Getz, sur ce sens à retrouver. Dans un monde qui bouge, d'agilité, qui peut être anxiogène, parce que l'inconnu fait peur. L'ubérisation de l'économie fait peur. Qu'est-ce qui va m'arriver demain?
Et je comprends la peur. Je comprends la peur de nos salariés de dire putain, le digital arrive, qu'est-ce qui va nous arriver? Non. Alors, il faut aussi rassurer et dire mais voilà ce qui va se passer. Nous, l'ubérisation à Radial, on essaye de comprendre qu'est-ce qui va se passer sur la fabrication des composants électroniques, des connecteurs, etc. Bon, dans des gens du service, c'est un peu plus compliqué, chez les taxis, etc. Mais il faut qu'ils aient des réflexions profondes sur ces sujets-là. C'est une vague. On ne peut pas l'arrêter, la vague. Oui. D'accord. Dans ce contexte-là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un défi aussi qui est la question de la formation du manager? Aux universités numériques, il y avait un monsieur qui venait d'une boîte qui s'appelait Beer Technology et qui avait expliqué que lui, quand il avait mis en place ces systèmes dans son entreprise, il s'était débarrassé de 30% des managers qui ne supportaient pas la nouvelle situation. Et est-ce que de ce point de vue-là, parce qu'on peut aussi parler de la souffrance au travail, de gens du middle management qui sont écrasés d'un côté et pas très heureux de l'autre, qui du coup mettent en place des situations qui ne sont pas terribles. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie bonne qualité des managers en France aujourd'hui? Alors, je pense, si vous voulez, que la fonction RH, je dirais, le management a un rôle extrême sur l'accompagnement du changement. Ça vient en général du patron. Si le patron n'est pas convaincu, tout ça ne marche pas. La qualité totale, si vous ne donnez pas l'impulsion de tout le groupe, que vous êtes tenace tous les jours pour en parler, ça ne marche pas. Le lean, c'est pareil. Ça ne peut pas être un truc qu'on fait de temps en temps, une fois tous les 3 mois. C'est très profond. Et c'est le cap. Donc là, je pense que, c'est le patron qui doit montrer l'exemple, encore une fois, et qui doit donner une impulsion continuelle. C'est pas de temps en temps. Deuxièmement, il faut travailler avec les managers pour expliquer ce qui se passe et quels sont le changement. Et en effet, vous avez parfaitement raison, la formation permanente, la formation de nouvelles technologies, la curiosité sur ce qui peut se passer, ça fait partie des choses qu'il faut. La formation humaine aussi, la formation à l'encadrement avec ce que ça fait. Mais bien sûr, la formation humaine, vous savez, former un manager, il y a des gens qui naissent managers innés, sont assez rares, et vous avez du management qui est fondamental, parce que vous avez des trucs de base à apprendre quand vous managez quelqu'un. Moi j'ai des trucs en tête très rapidement, mais vous savez tous, mais c'est un truc de base que si vous faites à l'envers, vous plantez lamentablement. Il faut féliciter en public et il faut réprimander en privé. Il y a des managers qui réprimandent en public. Donc le gars, il se prend une branlée par son manager devant 300 personnes, je peux vous dire qu'il le type, il est mort. Mais c'est des trucs bêtes. Mais il y a des managers qui ne savent même pas ça. Moi, je veux dire, au niveau de Radial, on a fait beaucoup de projets. Quand je suis arrivé en 1992, on faisait beaucoup de promotions historiquement des meilleurs. Meilleurs ingénieurs, ils devenaient managers. Meilleurs vendeurs, ils devenaient managers. Meilleurs ouvriers, ils devenaient chefs d'îlot. Et on ne s'occupait pas trop de savoir s'ils manageaient bien ou pas. C'était une catastrophe. Parce qu'un bon ingénieur qui devient manager, sans avoir de formation de manager, mais il vous fait un carton. Mais vous avez les 3/4 des gars, au bout de 3 mois, ils veulent se suicider, ils veulent partir, démission, etc. Donc en fait, si vous voulez, on s'est aperçu que, et c'est là où on a travaillé sur l'expertise et le management. Donc vous avez des gens qui sont très forts, d'ingénieurs très forts, il ne faut surtout pas qu'ils soient managers, parce que même avec de la formation, ils ne savent pas faire. Donc on a fait une filière expertise, parce qu'ils sont très précieux, parce qu'ils sont des tronches, ils savent tout sur les composites, machin, mais ils ne savent pas manager. Mais par contre, ils sont très précieux, donc ils ont grade 1, grade 2, grade 3 sur leur carte de visite, et ce sont des experts qu'on envoie dans le monde entier pour faire des conférences, etc. Donc, mais il ne faut pas leur mettre une équipe. Donc on a créé deux cadres, 2 statuts séparés. Et alors, les managers ne sont pas forcément des champions, d'ailleurs ils ne le sont pas en fait. Ce sont des gars qui font gaffe à l'autre. Et ils veulent que les fleurs qu'ils ont à pousser fleurissent. Leurs salariés, c'est des gens qui doivent fleurir. Et ça, c'est pas inné non plus. Donc voilà, pour répondre à votre question, et donc là on est en management, et dans un monde d'ubérisation, de digital, etc., tout ça va encore plus vite, mais on a des outils numériques pour apprendre plus vite, on a les MOOC, heureusement le monde va plus vite, mais on a accès à des outils numériques qui peuvent nous permettre d'apprendre le soir, par vidéo, par MOOC, et de s'adapter. Je pense que, heureusement, tout va à la vitesse. Qu'est-ce qui fait que selon vous, les patrons de grandes entreprises sont quand même plutôt à la ramasse sur le digital et sont plutôt restés dans le siècle passé? Je ne suis pas sûr que je partage ce que vous dites là, sur les patrons des grandes entreprises ou des entreprises en général. Est-ce qu'ils sont à la ramasse ils sont pas un peu en retard quand même, non? On ne les sent pas digital leader, quoi.
Je sais pas. Ils sont nés avec le digital ou pas? Ils devraient. Ils sont pas avec le digital. Ils devraient, puisqu'on est tous nés avec le digital. Mais moi non plus. Bah si. Non, C'est pas une question de génération, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. On est tous nés avec le digital. non, je me souviens, Il n'y a pas de question d'âge. Il n'y a pas de question d'âge. Souvenez-vous de Jack Welch. Je me souviens bien d'un ou deux bouquins que j'avais lu de lui. Dans les années 80, il ne savait pas du tout ce qui allait se passer avec la révolution Internet. Il était complètement paumé. Il avait mis un jeune de 20 ans à côté de chacun de ses cadres. Alors, ils avaient fait ça, il avait fait ça pendant 3 mois ou 6 mois. Il m'avait expliqué dans un bouquin, c'était passionnant. Alors, moi, j'ai chacun de mes directeurs, je ne sais pas combien de milliers de directeurs il y a en gros, il avait associé son directeur avec un jeune. Pour que le jeune lui dise, bah tiens, un smartphone, Reverse mentoring, Internet, tac, 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 tac. Bon. Et donc, vous voyez, je pense que ça a commencé par Jack Welch, mais je suis sûr que la plupart des grands patrons moyens et petits, je ne vois pas un seul patron, par les plus mauvais, ça doit exister, mais être ignorant ou ne pas prendre cette révolution au sérieux. Je ne vois pas. Alors après, qu'ils sous-traitent. C'est dans les actes, surtout. Parce qu'ils le prennent au sérieux. Mais c'est le côté d'être en avant, puisqu'ils ont ce rôle de tirer les boutiques. Ça revient au point de vision que vous avez souligné tout à l'heure. Aujourd'hui, ça commence un peu à se réveiller, mais jusqu'à maintenant, une entreprise française, une start-up qui justement travaille sur le secteur de la santé ou autre, sur des outils qui vont être utilisés, les faisait produire en Chine parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de patron industriel en France pour la compagnie. Aujourd'hui, ça commence à changer parce qu'on se rend compte que produire en Chine, on est lié à la copie, on a la problématique de transport, des douanes, etc. Ça a beaucoup de problèmes, ça nous ralentit, ça ne nous rend pas aussi flexibles. Et j'aime bien voir en ce moment en Normandie et dans d'autres régions des entrepreneurs qui rapatrient et qui s'investissent. Comme Apple, pour des raisons de qualité. En tout cas, à un moment donné. Et ça, oui, c'est vrai qu'il faut une vision, il faut une volonté. Et la volonté, malheureusement, c'est pas les startups. Les startups veulent bien travailler en France. Elles arrivent à un moment face à un mur qui est on s'investit, mais finalement, est-ce que ça va pas dans les mauvaises poches? On cherche des partenaires. Alors, c'est vrai que les incubateurs, tout à l'heure vous en avez parlé, c'est intéressant, le Crédit Agricole qui relance le village et d'autres grandes entreprises. Mais les grands groupes sont aussi très très forts pour faire travailler pendant très longtemps sur les prototypes des startups, des entreprises et les déposséder très rapidement derrière. Donc, je pense que là, on revient aux problématiques de valeur. Donc, il faut peut-être rappeler ces valeurs de respecter le petit qui nous ramène cette digitalisation. Les 5 points que vous avez cités sont très importants. Ça. On revient à ce que vous avez donné aussi pendant l'université d'été du MEDEF. Mais après, même s'il y a une vraie politique de digitalisation, d'avancée, on reste encore dans des grands groupes où les RH, vous avez des cadres qui vous expliquent qu'on ne peut pas, qu'ils ont perdu des très beaux profils parce que les RH ont mis beaucoup trop de temps à finaliser un concours. Oui, c'est tout les RH en France ne mettent pas toujours mais après, si le nombre de discrimination. Ils font appel au portage. Clairement, ils font appel à de plus en plus de ressources momentanées. Parce que ça permet cette flexibilité. On a l'opportunité de travailler avec des grands groupes. Ils sont flexibles. De plus en plus. Je peux vous garantir, des boîtes du CAC 40 aujourd'hui, ils n'hésitent pas à aller chercher la ressource où ils en ont besoin pour des projets ponctuels. Et ils passent par le portage ou par le freelance? Par le portage, par autre chose, par exemple, mais ils hésitent maintenant à s'investir à cause du risque du CDI. Vous avez un problème fondamental en France, c'est par rapport à toutes ces mutations qui vont demander de plus en plus d'agilité. Comme vous savez, c'est Cisco qui disait c'est pas les plus grands qui ont mangé les plus petits, c'est les plus agiles qui ont mangé les plus lents. Je crois que c'est John Burke qui disait ça il y a 20 ans. On est là-dedans, mais c'est là où nos politiques et ceux qui nous font nos lois doivent comprendre ça. C'est-à-dire que ça devient encore plus criant que si vous avez l'angoisse d'embaucher en France un grand groupe ou d'une ETI parce que vous dites ça va me coûter une fortune si ça bouge dans tous les sens. Donc premier réflexe, j'embauche pas en CDI, je prends peut-être des ETT, je vais voir des gens comme vous pour me dire j'ai besoin d'un chef de projet pendant 6 mois d'informaticien et c'est beaucoup plus souple. Je sais qu'au moins dans 6 mois, soit j'ai fait mon projet, bravo, c'est génial et je vous le rends, soit je vais le garder, le type est bien, je l'embauche et je fais un deal avec vous pour l'embaucher parce que j'imagine qu'il faut que vous ayez le... Non, c'est même pas comme ça, mais il y a souvent, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a souvent de l'embauche derrière aussi. Mais là, vous arrivez vraiment sur les deux fléaux du pays, les 3 fléaux du pays. Je parlais des 10 plaies d'Égypte dans la Bible la dernière fois, mais 3 plaies de la France, je ne sais pas si c'est très beau comme expression, mais 3 fléaux du pays. 1, la rigidité du social. 2, la fiscalité démotivante et lourde. Et 3, la complexité.
si vous voulez, il faut vraiment que nos hommes politiques, encore une fois, droite et gauche, parce que là, je suis jamais politique, parce que je prends les mêmes de droite et les mêmes de gauche. Prenez les 15 dernières années, c'est catastrophique sur les 3 plans. Ils n'ont rien foutu. Ouais, je ne dis pas qu'ils n'ont rien foutu parce qu'ils ont fait des tas de choses merveilleuses. Ensuite, ils vont me dire, Gattaz, tu fais du politique bashing ou du député bashing ou du élu bashing. Ils vont pas... Mais je ne dis pas ça. Ils ont fait des choses formidables pour notre pays. Sauf que sur le social, si vous voulez, et je suis très content, il y a eu un double consensus historique qui s'est passé depuis 6 mois. Premier consensus gauche et droite, à l'intérieur du bon camp. Le code du travail est trop compliqué. Les gens de gauche le disent, c'est absolument miraculeux, repris par Terra Nova. Et voilà, donc premier constat, c'est trop compliqué, il faut le changer. Et deuxièmement, le consensus, revenir à l'entreprise. L'entreprise, elle doit gérer les gens qui sont très touchés par le digital. Dans les taxis, l'ubérisation, l'économie, le tourisme, la restauration, ils doivent pouvoir s'adapter encore plus vite. Et ça ne veut pas dire de balancer tout le monde avec l'eau du bain, de faire des... Non, c'est pas ça du tout, parce que tout le monde nous dit, ouais, mais il n'y aura plus de droits pour les salariés ici, il y aura d'abord beaucoup plus d'emplois à créer, de la souplesse, de l'agilité, puis avec le CPA, le compte personnel à activité, peut-être qu'on peut gérer un peu plus des portages de transition permettant aux gars de ne pas se retrouver au chômage pendant 10 ans, 3 ans, 2 ans. Ça, c'est vrai. La fiscalité est trop lourde, dépenses publiques, il faut la baisser. Et si on règle, et puis le troisième problème, et le numérique peut peut-être régler une partie de nos problèmes aussi. Moi, je dis, on a une élite formidable en France. Bon, elle nous a fait les 30 glorieuses, mais surtout les 30 piteuses. Les gens qui ont fait les QI à 200, 350, des énarques, des polytechniciens, ce sont des gens merveilleux. Il faut leur dire, vous êtes des génies, et vous allez simplifier la complexité maintenant. Vous êtes comme Steve Jobs a fait avec le premier smartphone. Si vous êtes génial, mais vous l'êtes, le premier smartphone, un gamin de 5 ans peut machin, il a géré la complexité, qu'il ne se voit plus. Donc, pour nous, besogneux, avec des QI moyens ou faibles, nous sommes... non, pour moi. Non, voilà, moi j'ai besoin d'un bouton, et puis voilà, besogneux. Eh ben, il faut que notre élite française elle comprenne que leur boulot maintenant, c'est avec de simplifier la complexité pour tous les gens, les maires, les députés, les entrepreneurs, les start-upers, les salariés, les citoyens. On en a marre de cette complexité. Et ça, si vous voulez, moi je vois des tas de TPE, PME, les gars sont tout seuls. Ils sont tout seuls, le plombier est tout seul, mon électricien est tout seul, le coiffeur est tout seul, ils sont tous tout seuls. Trop compliqué, je suis bien, je suis tout seul, c'est super. Alors j'attends mon plombier depuis 3 mois. Il y a un plan de charge délirant. Je dis, mais pourquoi vous prenez pas un ou deux gars? J'ai déjà fait, ça m'a coûté une fortune, je sais plus faire. Je suis bien tout seul. Donc on est tout seul, tous. On va tous être tout seuls. C'est vachement bien. Mais c'est vrai qu'après on sera tous seuls ensemble. C'est vrai aussi dans tous les métiers du conseil, il y a quand même un nombre infini de consultants, enfin de gens qui se lancent dans le conseil. Après avoir quitté une boîte, entre 40 et 50 ans, enfin plutôt 50 et 40 ans, et tout le monde se retrouve tout seul, à faire un peu le... Je trouve ça génial que les gens disent, moi j'en ai marre d'être salarié, machin, je vais tout seul, je suis conseiller, je peux apporter des trucs. Et vous en êtes une incarnation pour la plupart d'entre vous, et je dis bravo, c'est génial. Le seul problème, c'est posez-vous la question, vous voulez développer un peu votre business, est-ce que vous allez prendre quelqu'un? C'est intéressant comme question. Moi je le dis maintenant aux députés, je leur dis, mais monsieur, vous me taclez sur le droit du travail, parce que je me fais défoncer tous les jours là-dessus. Ouais, Gattaz, c'est toujours la même chose, c'est pas le problème, le droit du travail, machin. Monsieur le député, vous avez créé un emploi, vous avez essayé un jour? C'est pas le problème, machin. Le type, il est dans une mairie, tranquille, enfin, fonction publique, tout va bien. Donc il n'a pas l'expérience de ça. Donc je suis désolé, mais je ne l'en veux pas, mais il ne se rend pas compte de la galère. Et alors, il y a des gens courageux qui le font. Quand vous appelez Blablacar, bon, il y a le projet, il y va, ils font, s'il a embauché peut-être gens. Moi, j'embauche une 50aine de personnes par an à Radial, parce que j'ai des DRH qui s'occupent de tout ça, mais moi, je comprends mon plombier qui m'explique. Voilà. Alors, on va essayer de trouver des solutions, parce que ça, moi, ça m'effraie. Oui, on va tous être dans 5 ans ou dans 10 ans, on va tous se retrouver comme ça. Vous serez tous encore tout seuls, si rien ne change. Alors que vous pourriez développer du business et puis des emplois. Mais il faut que ça soit simple pour vous, il faut que ce soit clair. Donc il faut trouver un contrat, il faut inventer un contrat qui permette notamment aux plus jeunes d'embaucher quelqu'un de 20 ans, 22 ans, 23 ans. J'ai des gamins qui cherchent du boulot depuis il y a quelques mois, c'est emmerdant, mais bon. Et je suis triste pour eux, parce que je me dis, mais
Parce que les gars ont peur, ils n'osent pas. Non, mais c'est ça, il faut trouver la bonne équation entre eux et nous. Il faut trouver la bonne équation. Alors, je pense que peut-être par les voies d'intérim, avec le CDI intérimaire, on pourrait peut-être le faire connaître plus, de telle façon à ce que mon plombier, mon électricien puisse se dire je prends quelqu'un, CDI intérimaire, j'ai plus toute la tracasserie administrative. Si je ne m'entends pas avec le gars au bout de 6 mois, je le rends à déco, tout va bien, je ne suis pas au prud'homme. Parce que c'est ça que les gars ils ont en tête. Je vais me prendre un prud'homme, ça va me coûter 50 000 €, ça va me durer 3 ans. Donc les types ils sont bien, ils sont tout seuls. Et tout ça, si vous voulez, ça, il faut l'expliquer aussi. Il faut vraiment l'expliquer parce que. Et ça, c'est pas gauche et droite. Vous voyez, ça, si vous politisez tout le truc, la catase, machin, grand, c'est le Satan, machin. Mais est-ce qu'il c'est pas ça. Venez voir, venez sur le terrain avec moi, je vais vous montrer des entrepreneurs qui sont tout seuls. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire aussi en sorte que cette personne en CDI intérimaire, elle puisse quand même aussi accéder à de la formation professionnelle, à un prêt bancaire, qu'on ne le dise pas automatiquement dès qu'elle va se pointer à sa banque pour acheter un appart. Mais non, vous êtes précaire, c'est pas pour qu'elle puisse se loger. Enfin, il y a aussi un truc à faire de ce point de vue-là, je pense. La réalité, elle est aussi de ce côté-là. Mais bien sûr, non, mais c'est pour ça que le CDI intérimaire a été inventé, c'est justement pour donner un statut plus durable à des gens qui sont dans l'intérim et qui ne sont pas des zappeurs avec des risques de se retrouver au chômage. Est-ce qu'on peut pas casser la rigidité des banques aussi au passage, ça serait sympa pour tout le monde. Mais on travaille sur le logement beaucoup, sur la mobilité, parce qu'il y a un problème de logement. Quand vous voulez... Non, c'est parce que je pense que plus de gens accepteraient des contrats un peu. Ils seraient contents, s'ils pouvaient se loger aussi. Oui, mais vous avez raison, sur ce sujet-là, on ne l'a pas encore complètement creusé. On pourrait Moi, je pense que vous auriez un apport. Et pour le coup, ça serait. En termes de communication, ça serait un peu révolutionnaire, c'est bien. Ça serait global. Écoutez, regardez. C'est vrai que c'est un enjeu. On a des suggestions, mais je veux dire, on veut bien pouvoir se loger tous. On regarde le logement pour faciliter en effet le logement des gens, par exemple des gens qui sont dans une filière automobile qui ne va pas bien dans un pays, pas dans une ville au nord de la France, et qui aurait la possibilité de venir à Toulouse dans l'aéronautique. Mais rien de faire ça entre une ville du Nord et puis la ville de Toulouse. Le problème de logement est énorme parce qu'en effet, il a une maison à 100 000 € dans le Nord et la même chose pour 500 000 à Toulouse. Enfin, il se retrouve et donc il ne va pas prendre l'offre. Et donc nous, on travaille pas mal sur le logement actuellement justement pour faciliter cette mobilité. Mais sur les banques, il faut qu'on rediscute avec eux et c'est une bonne idée, on va la regarder. Qu'est-ce qu'on pense des banques ? Qu'est-ce qu'en pensent les banques qui font de l'innovation et tout? On va leur poser la question d'ailleurs. Non mais ça fait partie des idées qu'il faut qu'on trouve, qui vont dans le sens que vous dites. C'est en fait l'agilité qu'on demande par rapport à ce monde qui bouge. Il ne faut pas que nos salariés aient peur. L'agilité, il ne faut pas qu'elle aille que dans un sens. Il ne faut pas que les patrons aient peur d'embaucher, parce que la peur d'embaucher est haute, face à une peur de se faire licencier des salariés qui est haute. Il faut réduire la double peur en parallèle. Donc ça, il faut regarder tous les paramètres des deux côtés. Donc l'histoire des prêts bancaires pour les CDD, etc. La banque, il y a le logement, il y a l'accès à la carte d'enfant, c'est la vie quoi. Oui, on va regarder. Vous parliez tout à l'heure des fonctionnaires qui sont très respectables. Est-ce qu'on n'a pas dans une accélération, une accumulation de réglementation qui fait qu'on a un balancier qui se place dans un monde complètement fou où finalement c'est que réglementation sur réglementation. Mais comme il y a une sphère publique qui est grosse, puisque vous avez en effet forcément plus de gens sans doute qui se travaillent sur comment régler les problèmes en France, on est très législatif d'ailleurs. Le terme chinois fagot, qui désigne les Français, c'est le pays du droit, des lois. Fagot, presque j'ai compris. Donc on a une réputation mondiale d'être un pays de droit et de loi. Sauf qu'on a complètement oublié Montesquieu, qui disait que les lois, il y a un moment, il fallait arrêter parce que quand on ne comprenait plus rien, c'était nuisible. Bon, et en effet, on a donc une sphère publique à 57% du PIB, 5,5 millions de fonctionnaires qui sont là pour aider les fonctions régaliennes, bravo, génial, la justice, et tout ça fonctionne bien en plus, sauf que c'est très coûteux pour l'économie française d'une part, et deuxièmement, eh bien, vous avez beaucoup de gens qui travaillent sur des réglementations, des textes, des décrets, des arrêtés, et sur le contrôle de ces textes, éventuellement sur les sanctions par rapport à ces textes. Et c'est là où vous êtes dans un environnement, quand même, en France, qui est très surprenant d'ailleurs. Vous êtes en environnement de contraintes contre sanctions, alors que les anglo-saxons sont plus, très souvent,
motivation, incitation et exemplarité. Par contre, quand on faute, comme Volkswagen, d'être pris les mains dans le sac, là ça va très très mal. Mais vous voyez, même je partageais avec des start-upers, les gars ont lancé leur boîte, ils n'ont même pas encore leur premier euro de chiffre d'affaires, ils ont déjà l'URSSAF qui vient chez eux, l'inspection du travail qui vient chez eux, et on se dit, mais avec le contrôle, la contrainte et la sanction qui tombe, on se dit, ces inspecteurs devraient être des conseillers. Et on essaye de lancer une révolution culturelle dans l'administration, que j'ai soumis à Manuel Valls et à Emmanuel Macron, et à Michel Sapin, c'est conseillez-nous la première fois. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des inspecteurs avec le flingue ou le carnet de procès verbal, la souche, conseillez-nous la première fois, monsieur l'inspecteur. Voilà. Donc là, on révolutionnerait. Est-ce qu'on ne peut pas savoir tout? Les 80 codes, c'est une vérité. Et donc ça, si vous voulez, ça me paraît fondamental dans l'approche de l'entrepreneur, de la start-up, qui sont des aventuriers des temps modernes. Il faut les aider à développer leur boîte, à créer de l'emploi et de la croissance. Vous avez parlé de digitalisation, justement, la sécurité sociale belge est un bel exemple de digitalisation. Oui. Et nous pouvons aussi l'envisager dans nos propres organisations administratives, même si aujourd'hui la dématérialisation avance progressivement, mais on ne demeure pas moins que dans le mode de fonctionnement interne, c'est-à-dire les personnes qui travaillent au sein de ces organisations, je dirais le pas à passer en termes de démarche, de conseils que vous évoquez est encore très difficile. Ils ont travaillé des années sur des logiques de conformité. Oui, et c'est là où la vision pour le pays est très importante et qu'il faut la partager et se la faire approprier. Si vous retournez vers une France conquérante, enthousiasmante, qui gagne, où tous les 65 millions de Français gagnent, et la fonction publique gagne, mais elle se réforme, elle s'adapte par rapport aux défis qu'il y a à relever, eh bien je pense que ça peut redonner un espoir, y compris à nos fonctionnaires, qui sont quelque part pas très heureux, parce que vous avez quand même des salaires qui sont plafonnés, il n'y a pas de bonus, vous retrouvez, je dirais, il y a un problème aussi, chaque fonctionnaire n'est pas forcément plus heureux des hommes ou des femmes. Et donc leur redonner un espoir de grandir, de progresser, de s'adapter, d'utiliser le numérique, moi je pense, mais là vous avez un problème de management, de motivation et de management. Et là c'est de la RH, complètement. Et là, bon, il y a d'autres problèmes. Je rejoins Madame sur la dimension où la fonction RH est véritablement un leader de la transformation digitale. Oui. Je reprendrai un peu votre question tout à l'heure. Il est vrai que chaque entreprise aujourd'hui, en fonction de sa maturité digitale, va avancer dans cet environnement digital, dans cette culture digitale, de façon différente. Après, il y a aussi les effets d'annonce que vous avez évoqués. Je vous rejoins, en effet, certaines entreprises vont évoquer plutôt le fait de donner aux commerciaux des tablettes, mais ce n'est pas le fait de fournir des tablettes aux commerciaux qui vont faire que l'entreprise devient digitale. C'est plutôt comment l'ensemble de ses collaborateurs vont se servir du digital pour travailler autrement, pour mieux travailler ensemble. Je pense que c'est là la clé de voûte de l'ensemble de la culture digitale. Et c'est celle-ci qu'on doit trouver dans tous les secteurs, quels qu'ils soient. Et encore, je dirais que la plupart des directions aujourd'hui sont sensibles à la dimension digitale, mais ne l'interprètent pas forcément de la même façon et aussi à des rythmes différents. Oui. Oui, là vous êtes sur un sujet très important et je pense qu'il y a d'ailleurs du business à développer, des startups à développer pour accompagner les révolutions des boîtes par rapport à la révolution digitale. Dans le management, dans la formation individuelle, dans les process, etc. Le MOOC dont... Vas-y, Olivier. C'est le projet qu'on a sur accompagner les patrons de PME à la transformation digitale. En fait, on est sur... le MLF fait beaucoup de lobbying, comme vous savez, que vous entendez à la radio, à la télé, que vous lisez dans la presse, mais on a un rôle qu'on ne fait pas assez, mais qu'il faut pousser sur les facteurs clés de succès des TPE et des PME. C'est du service qu'on veut apporter plus à nos TPE et PME. C'est tout ce qui est exportation. Donc on a créé le projet Stratexio pour les aider à exporter. Sur la révolution numérique, on veut les aider à comprendre, à anticiper. Donc on va faire un MOOC qui va être prêt dans 2 mois, 2-3 mois, justement pour que, par MOOC interposé, ces patrons de PME puissent très vite comprendre et avoir des outils pour gérer, anticiper et adapter leur boîte par rapport à cette révolution digitale. Donc voilà un exemple de ce que nous faisons au niveau du MLF pour les aider à appréhender cette révolution numérique en cours. C'est le début, on balbutie, on crée un MOOC, ce sera sans doute pas suffisant, mais si vous voulez, l'important c'est d'avancer, c'est de marcher. Et puis ensuite on courra.
Il faut faire les premiers pas. Dans un secteur qui est très compliqué, comme je savais. Mais au moins, nous, on essaie de bouger. On a fait 2 jours de numérique, université numérique, au printemps dernier ici, justement, qui était un sacré succès, parce qu'on avait beaucoup de monde. Et on a essayé, vous y étiez, bon, c'était intéressant, je crois. Bon, on va continuer avec des actions concrètes, parce qu'on aime bien aussi ouvrir des espaces. Et puis, par contre, il y a un moment, il faut revenir à qu'est-ce que je fais demain matin, parce que les TPE, les PME, ils ont besoin de choses concrètes. Bon, on va bosser plus sur l'innovation, sur l'excellence opérationnelle, on en a parlé un petit peu. Le Lean, sur le Lean, on utilise les outils de Bouygues que Bouygues nous a mis à disposition. Et 30 ans d'outils de qualité totale de Lean qui sont utilisés pour leurs collaborateurs et qui mettent à disposition du MEDEF pour nos adhérents. Donc c'est assez exceptionnel, parce que pour des gens qui ont des problèmes de process, et c'est très souvent le cas, on parle beaucoup d'innovation en France, elle est créative dans tous les sens. Et alors, faire que le produit soit livré à l'heure, de bonne qualité, au prix de revient escompté, à un client, là, c'est rock'n'roll, très souvent. Et en fait, ça s'appelle du process, de l'excellence opérationnelle. Les Allemands sont extrêmement disciplinés, donc très forts, un peu moins innovants que nous. Nous, on est très innovants, très créatifs, et c'est le bordel à la livraison. Donc, il faut travailler les deux. C'est un peu comme au rugby, il faut gagner à la fin. Si on est optimiste, imaginons que dans quelques années, nos amis des politiques aient compris un certain nombre de demandes et qu'on ait effectivement peut-être réduit les charges, etc. Mais sur la compétitivité internationale, on voit quand même qu'en face, on a quelques gros mastodontes qui aujourd'hui utilisent ce que la loi leur permet de faire. Il serait bête de ne pas le faire en termes d'optimisation, etc. Et même si on fait évoluer toutes ces boîtes-là pour qu'elles soient plus digitales, plus efficaces, qu'on a réduit un peu l'index, etc., pourquoi on ne se bat pas plus pour essayer de fermer ce robinet-là? Parce que s'ils sont 20% plus rentables, sachant qu'ils sont déjà ultra innovants, même si on bien aussi. Il y a un certain nombre de grands groupes digitaux américains. Des Google, des Facebook. Par exemple, voilà, qui facturent, enfin qui font remonter Amazon. Voilà, de plein de façons différentes, mais de manière légale, parce que la loi leur permet de le faire. L'optimisation fiscale de mais parce que la loi aujourd'hui leur permet de le faire, donc c'est débile de ne pas le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi pour que ça, demain, ça s'arrête un tout petit peu, parce que sinon, ça ne sert à rien de faire. Je crois que c'est juste des boîtes. C'est un sujet général, je dirais presque, concernant tout le monde entier, et l'Europe est sur le coup, le commissaire Juncker est sur le coup, enfin il y a des groupes de travail importants. Alors après vous êtes sur le lobbying européen, américain, avec le TTIP dans tout ça, qui va permettre, je l'espère, de régler ces problèmes-là et d'améliorer le dispositif, parce que vous avez parfaitement raison, ils optimisent fiscalement en toute légalité, parce que la réglementation est adaptée. Et ils ont raison de le faire, comme vous dites très justement, parce que bon, c'est bête de ne pas le faire. Mais par contre, en effet, ça permet de s'affranchir de tas d'impôts, de taxes dans tous les pays dans lesquels ils tuent les filières d'ailleurs et qui payent l'impôt. Et donc là, il y a un problème. Je suis assez d'accord avec vous. Alors là, il faut le faire intelligemment, parce que ce sont des animaux qui profitent de filières formidables. Du numérique, on est tous en admiration devant Amazon quand même, à la fin, sauf qu'il faut des règles. Et moi je pense que sur l'optimisation fiscale, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je ne pense pas que ça soit uniquement la France, il faut que c'est au minimum au niveau européen. Et je sais qu'ils travaillent dessus. Mais là encore, c'est un peu le boulot des politiques de faire les lois, mais on n'a pas l'impression que pour eux c'est une méga urgence, ça a l'air d'être un sujet parmi tant d'autres, alors que si même maintenant les grands groupes qui vont encore pas trop mal se font éclater, qu'est-ce qui va rester Je veux dire, nous par les filières on le voit, parce que vous voyez par exemple Amazon qui va commencer à faire du produit alimentaire, va commencer à toucher les Auchan et les autres. Donc la grande distribution va sans doute voir ça à un très mauvais œil. Ils y réfléchissent déjà au sujet, mais vous avez des grandes fédérations qui sont très puissantes de ce type-là. Qui nous permettent de nous alimenter les MLF, mais qui vont faire leur lobbying. Et en plus, ces fédérations-là, elles sont très souvent très présentes en Europe, hors MEDEF d'ailleurs. Et je pense qu'il peut se passer des choses, si vous voulez, à travers le MEDEF, mais à travers les fédérations concernées et touchées. Donc j'ai bon espoir qu'il y ait des choses bougent, si vous voulez, par rapport à ça. Par contre, si vous voulez,
l'UNEF, on réfléchit à ça, mais si vous voulez, on n'est pas encore extrêmement actif parce que les fédérations sont très actives par-dessus et plus fortes à Bruxelles que nous. Mais il y a aussi, enfin, j'en sais quelque chose parce que je suis victime. J'ai développé un moteur de recherche dans un domaine dont j'ai l'expertise, la musique, et qui a été déréférencé par Google, et il y a une plainte devant la Commission européenne. Déréférencé par Google. Déréférencé. Désindexé. Alors il y a une plainte en cours, mais c'est très difficile. Parce qu'ils ont considéré que vous plagiat ou concurrent, oui, ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire ils ont inventé toutes sortes de choses, mais quand c'est un expert humain d'un domaine qui dit c'est moi qui a fait les bases, c'était un peu plus compliqué. Mais ça dure depuis 2010. C'est très complexe, comme Amazon. Hein, donc en fait, vous êtes en moteur de recherche, vous n'êtes pas sur Google, vous êtes sur les autres, mais pas chez eux, c'est ça? Voilà, ils ont. Bon, depuis. Donc c'est un peu embêtant parce que comme c'est le premier moteur de recherche au monde, d'accord, je comprends. Ils ont une position dominante. Ouais. Et nous sommes impactés par Google du fait que beaucoup d'entreprises prennent de la publicité sur Google et AdWords parce que ça leur revient moins cher en termes de budget. Et nous, en tant qu'auteurs de l'écrit, parce que ce que vous venez de dire pendant un moment, il faut le décrypter, il faut prendre le temps, il faut écrire des textes, même pendant les journées du MEDEF, bon, je suis journaliste, mais auteur de l'écrit, pour bien percevoir ces journées, que ce soit quand M. Youssou N'Dour a fait ce chant a cappella, ça n'a pas été rapporté dans la presse, parce qu'on nous donne de moins en moins de temps de pouvoir porter les messages, écrire le texte. Et moi, ce que je voulais, c'est poser cette problématique que nous avons aujourd'hui avec l'entreprise, c'est qu'on a été ubérisé quelque part, puisque sur le numérique, nos textes sont gratuits. C'est comment arriver à convaincre les chefs d'entreprise de faire la part entre ce qui est du lobby, c'est normal, ce qui est de l'agence de communication qui fait des communiqués de presse, et ce qui est des auteurs d'écrit dans leur domaine qui nous laissent le temps de penser, d'aller sur le terrain. C'est là où la vision et les valeurs deviennent très importantes. Parce que quand vous regardez en effet la couverture de presse de l'Université d'été de l'UNEF, en fait on est un peu déçu. Parce que vous avez des messages extrêmement forts de Rania, de Ouattara, sur les jeunes, l'emploi, les femmes, etc. Youssou N'Dour, très fort, des trucs très puissants. On se dit, tiens, on va avoir 3 colonnes dans tous les journaux sur le réveil africain, sur le fait que l'emploi. Pardon? Monsieur Zinsou. Oui, Zinsou, Lionel Zinsou du Bénin, très fort. Et la déception, c'est que le lendemain, et alors qu'est-ce qu'ils ont retenu? Les 35 heures de Macron, si vous voulez. Et puis on est parti sur une semaine de 35 heures de Macron et de La Rochelle. On se dit, mais il y a un problème là. On s'amuse. Enfin, je dirais, c'est peut-être ça que les Français demandent, c'est le jeu du cirque, c'est gladiateur. Je pense. Et vous êtes un rôle justement de pouvoir vous différencier par des choses de fond, pour dire, oui, une France qui gagne dans 5 ans, dans 10 ans, c'est le réveil africain, c'est l'Asie, c'est l'emploi, l'agilité, l'ubérisation de l'économie, ça va impacter ça va impacter nos façons de penser, de réfléchir, de travailler. Et là, vous pouvez vraiment alimenter, si vous voulez, une révolution du pays qui est vertueuse, c'est pour nos concitoyens, pour nos jeunes, pour l'emploi. Et je pense que c'est peut-être une opportunité pour vous d'ailleurs, parce que vous laissez aux journalistes le soin de faire tous les commentaires, même le bris ou de 35 heures de Macron pendant une semaine, et vous de prendre Ouattara, la Rania, etc., qui ont dit des choses extrêmement fortes et puissantes. Moi, j'étais secoué, elle est courageuse cette femme. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager justement, puisque vous lancez la proposition, que justement nous puissions peut-être avoir cet même échange avec certaines de ces personnes, ça veut bien se prêter au jeu. Quelle personne?
Les grands noms que j'ai cités, Suisse, ils reviennent en France. Un petit peu en amont peut-être de leur discours. C'est possible, bien sûr. Mais ne serait-ce que d'avoir 10 minutes pour que nous puissions avoir quelques messages clés et quelque part, pourquoi pas nous aussi les relayer de façon plus rapide et que nous puissions être un peu ce contre-pouvoir que vous aimeriez qu'on forme. Oui, et puis atteindre les jeunes aussi, parce que si vous voulez, je pense que les jeunes sont peut-être lisent beaucoup plus vos blogs et vos trucs que les Échos, le Figaro, le Monde, peut-être. Ils ont une vue différente, on va dire. Et donc vous pouvez atteindre les gens qui vont construire les 30 audacieuses françaises. Mais pourquoi pas si on peut tenter d'organiser des sortes de réunions. Rania, je ne sais pas si ça va être très facile. Je ne sais pas si ça va être très facile, mais voilà, on peut tenter. Hein. On peut rêver. Mais il y a des... Excusez-moi. Oui, j'en prie. Moi, de mon point de vue, ce n'est pas uniquement de faire vidéo, de rencontrer des gens de décision du pouvoir. C'est donner les moyens aux auteurs de l'écrit de décrypter les messages. Et on a de moins en moins le temps de le faire. Si le MEDEF a cette volonté, vous avez cité l'Afrique francophone qui est liée à la France. Il y avait assis au journal du MEDEF l'ambassadeur du Bénin en France. C'est un centralien qui était dans l'énergie. Sa proximité avec la France est énorme. Et tous ces éléments-là sont très importants. Mais vous voyez, c'est là où le livre bleu va devenir intéressant aussi pour vous, je l'espère. Parce qu'on va essayer d'expliquer tout ça. Encore une fois, c'est une vision très positive, enthousiasmante de la France. Très enthousiasmante. Et donc là, si vous voulez, si vous n'êtes pas dans la petite phrase, la petite polémique, je comprends bien que vous n'êtes pas là-dedans, même si vous, de temps en temps, vous le faites, parce que le tweet, il faut quand même balancer la phrase qui sort un peu de l'ordinaire, donc je comprends bien, hein, j'ai pas de problème du tout avec ça, ça m'amuse moi. Mais quand c'est systématique, et je pense qu'il faut faire de la profondeur, et on peut vous alimenter, nous, mais après ça peut, parce que nous c'est un début, on est très humble, on ne dit pas que c'est la vérité, surtout pas, c'est pas vrai, on ne sait pas d'ailleurs ce que sera la France, on dit voilà une piste, voilà des pistes. Puis après, nous ce qu'on voudrait, c'est que par les réseaux sociaux, par des gens comme vous, et en touchant le maximum de gens et de jeunes, y compris par McDo, enfin, on a plein d'idées, hein, pour qu'ils alimentent en retour. T'as raison, est-ce qu'ils s'approprient ce projet en disant mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et puis, vous sortez de la gauche-droite, parce qu'il faut sortir de cette connerie. Hein. Je ne sais pas comment on peut s'en sortir, mais il y a 30% à gauche et 30% de gens à droite qui sont très bien. Ils pensent la même chose en plus. 60% de gens, très bien. Quand vous éliminez les 20% énervés à gauche, très énervés à gauche et à droite, il y a quand même 60 à 70% de gens qui pensent à peu près la même chose. Ah, mais bon, voilà, vous avez un socle très fort. Et ces gens-là, on leur dit, on va bosser pour le futur. Et on va bientôt s'arrêter. Encore une question, et puis après on s'arrête. On avait dit 20h, donc je ne voudrais pas que vous soyez en retard chez vous. J'ai une question. J'ai rendez-vous avec M. Tirod de la SNCF ce matin, qui est en charge de la transformation numérique. Ouais. Et il évoquait la problématique que j'ai entendue dans d'autres grands groupes, d'autres responsables qui sont en charge de la transformation, qui est cette logique de, par rapport à GAFA, on n'a vraiment pas le choix, il faut qu'on travaille ensemble. Ce côté un peu meute, ce côté compétition. Ouais. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que justement, le BDF, je ne sais pas, mais il n'y aurait pas un travail d'identifier parmi ces grands acteurs, clairement, comment connecter différents acteurs entre eux pour qu'ils puissent apporter une réponse quelque part? Vous voulez dire en fait entre des grandes sociétés comme SNCF et GAFA, et l'un des GAFA où ça va? Non, entre, par exemple, je sais pas moi, la Poste par exemple et SNCF. Ah oui, bien sûr. Ou différents acteurs français qui Alors, si vous voulez, nous on essaie de beaucoup pousser ce qu'on appelle le chasser en meute. Oui, c'est ça. Déjà, si vous voulez, entre les grands donneurs d'ordre, PME, TPE, start-up, qui n'est pas simple. Donc il n'y a eu pas que de PME, une initiative avec Lachman qui fonctionne, sur laquelle nous poussons. C'est pas naturel chez nous, c'est assez surprenant. Donc il faut encore qu'on bosse encore plus fort là-dessus. Les dates vont monter au créneau, parce que c'est pas possible que certaines directions d'achat continuent de gérer leurs fournisseurs en vendant 5 ou 10% sur le coût. Alors je vous l'ai dit, chez Ericsson, Nokia, il y a 10 facteurs
de succès quand vous sélectionnez un fournisseur, pas que le coût, heureusement. Si vous avez que le coût, c'est mort. Aucun fournisseur français ne résiste. Vous allez toujours chercher le Taïwanais ou le Chinois qui... Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, en effet, la collaboration entre les sociétés doit se faire plus ou moins, je ne les connais pas, mais on pourrait les pousser à faire encore plus, vous avez raison. Bon, je ne suis pas CAC 40, mais je suis sûr qu'il y a des collaborations qui doivent se faire. Si on s'est vu à l'export dans certains domaines de l'électricité ou du nucléaire, des fiascos totaux, il y a 3-4 ans, il y avait 3 fournisseurs français qui combattaient pour le même marché coréen. Donc ça c'est pas bon du tout, et le MEDEF peut avoir un rôle, non pas de père fouettard ou de gendarme, parce que ça on n'aime pas ça du tout, mais au moins de susciter dans la mondialisation des alliances intelligentes, si vous voulez. Et de toute façon, il faut qu'on y arrive, parce que si on veut... Alors vous voyez, on le fait avec l'Afrique, on est derrière Borloo depuis le premier jour, l'électrification de l'Afrique, et on a mis en place, ce que j'ai dit à Jean-Louis Borloo, que je commence à bien connaître. Jean-Louis Borloo est un type formidable, parce qu'il a une impulsion, il a un charisme, une empathie, il vous embarque tout le monde, il fait signer les 50 patrons africains, tout le monde entier à signer. C'est extraordinaire, il a vraiment une énergie colossale et on a vraiment envie de le suivre. Et je dis, tu sais, Jean-Louis, le problème c'est un problème de 30 glorieuses françaises, c'est-à-dire que si tu n'as pas les ingénieurs avec toi, tu vas électrifier comment donc il te faut l'EDF, il te faut tout le monde là, les producteurs, les barrages, les câbles, les réseaux, la capillarité, etc. Parce que sinon les ampoules, bon. Donc c'est recréer les 30 glorieuses françaises en Afrique quelque part. Donc on a mis un chef de projet qui est le patron de Nexans, Frédéric Vincent. Et avec Frédéric, on se voit avec Jean-Louis Borloo, lui-même va constituer son réseau de grands groupes, en lui disant, pense aux ETI et aux PME qui pourront aller profiter de cette électrification de l'Asie. Parce que si vous restez à 3, EDF, Areva et puis Nexans, c'est sympa, mais nous, les copains, bon. Donc, faites que les écosystèmes se créent. Donc, vous voyez, pour répondre à vos questions, sur des grands projets, encore une fois, avec une vision positive sur l'électrification de l'Afrique qui va durer 20 ou 30 ans, on va rêver. Les Français ont une carte formidable à jouer, parce qu'en plus on a tout ce qu'il faut. Nexans, Frédéric Vincent, il faut que. Et puis on va faire des réunions, mais c'est un peu 30 glorieuse, hein, c'est un peu ça, en Afrique. Voilà, juste pour vous donner un exemple qu'on est motivé sur le sujet. On s'arrête ? Ouais, bon, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.